spécial du jury. Oui, c'est vrai, on n'est pas à Cannes, mais le prix spécial a été donc attribué à Gian Jackson pour son livre Le procès Pétain. Alors, je disais tout à l'heure que Février 34, c'est un film, ça aurait pu être un film. Le procès Pétain, c'est plutôt une pièce de théâtre. Et de ce point de vue, c'est bien fait, avec des personnages très forts, évidemment. Il y a ce pauvre Pétain qui comprend, à mon avis, la moitié des films. Il y a Pierre Laval, dont Pétain a peur. Il y a des scènes formidables, il y a des personnages auxquels on s'attache. Ce personnage un peu bizarre, qui est Jacques Zorny. Donc voilà, c'est un livre qui se lit très facilement, très agréablement. C'est publié aux éditions du Seuil. Et si John Jackson est là, eh bien, nous lui proposons de venir pour recevoir son prix. Merci beaucoup, je suis très honoré d'avoir reçu ce prix qui était tout à fait inattendu pour moi. Comme vient de dire Olivier Vivian, c'est très émouvant de recevoir un prix dans ce lieu. Et aussi pour moi, c'est très émouvant et important parce qu'un des plaisirs quand on publie un livre en France, j'ai déjà eu cette expérience avec mon livre sur De Gaulle, mais j'ai eu la même expérience avec le livre sur Pétain, c'est qu'on est invité à présenter le livre dans des librairies de province, des grandes librairies à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon. Et ce qui est étonnant en France, et ce qui n'existe pas chez nous, ce qui n'existe plus chez nous, c'est l'importance des librairies indépendantes où il y a un public qui est vraiment passionné par l'histoire. Quelquefois, quand je suis invité, je dis mais personne ne va être intéressé par. Mais non, il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui sont là pour parler d'histoire, d'écouter l'histoire. Et ça, pour moi, ça compte énormément. Ce livre, c'est un livre d'histoire, mais comme tout le monde a dit pour les autres livres, il y a des résonances contemporaines sur lesquelles je n'ai pas besoin de m'appuyer. La dernière chose que je dirais, c'est qu'on me pose souvent la question pourquoi un historien britannique s'intéresse à cette histoire française. Et une réponse simple, c'est que même si nous étions le premier à couper la tête d'un roi, je trouve que votre histoire est beaucoup plus, je ne sais pas, passionnante. Et je termine avec l'anecdote que peut-être vous connaissez du film de Marcel Ophuls, Chagrin de la pitié. Et quand Anthony Eden vous pose des questions sur Anthony Eden, comment est-ce que vous jugez le comportement des Français pendant la guerre, etc., Eden dit avec beaucoup de dignité, pour un Britannique qui n'a pas eu cette expérience, un Britannique qui n'a pas eu cette expérience n'a pas le droit de juger. C'est trop facile. Et moi, je n'ai pas jugé, j'ai essayé de reconstituer ce qui s'est passé et de laisser le lecteur juger si mon récit convainc ou non. Donc je vous remercie pour ce. Bravo à vous, John Jackson. Vous aussi, vous pouvez remettre à l'instant la médaille du 5e arrondissement de Paris. Un grand bravo à vous et à votre ouvrage, Le procès Pétain. Et tout de suite, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés de façon extrêmement temporaire, je vais inviter les membres du jury, car il y a encore un prix à remettre, du jury BD, et les finalistes de ce prix BD à nous rejoindre sur l'estrade. Et je vais surtout donner tout de suite la parole à André-Marc Delocroco, qui est le président du prix, du président du jury du prix de la BD d'histoire contemporaine, qui va vous présenter les 3 albums qui étaient finalistes de ce prix et qui va bien sûr vous annoncer le lauréat dans un instant. Et je remercie les membres du jury du prix Essai qui nous ont accompagnés jusque-là. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Eh bien, avant de parler des 3 finalistes, je vais
m'empêcher de me joindre à ce qui a déjà été dit et à remercier de tout mon cœur Luce Perrault pour l'honneur qu'elle m'a fait, pour sa présence parmi vous, et qui me tient également très très à cœur parce que mon aventure avec Luce Perrault, il a 30 ans, même pas de 40. Et nous avons avec Luce, au début des années 90, nous avons entamé une aventure qui consistait à envoyer des gens comme vous, des spécialistes de l'histoire, des fins juristes, en Russie, une fois par mois, pour essayer d'évangéliser la nouvelle fédération de Russie. Parce que nous pensions que la démocratie, elle n'existe pas à l'état de nature, dont on sert, et elle doit être cultivée par des juristes, par des spécialistes. Alors, malheureusement, aujourd'hui, avec Luce, on se dit, on a un peu raté notre coup, parce que c'était pas exactement ce qu'on souhaitait qu'il arrive, mais elle m'a aidé, en tout cas, elle m'a permis de prendre ce bateau de pèlerin et d'aller comprendre ce que c'est, parfois en évangélisant un peu dans le vide, ce que c'est de se battre, même pour une cause perdue, avec toute notre énergie. Je crois que j'espère bien que cette histoire Luce n'est pas finie, puisque maintenant on va parler de bande dessinée. Alors, je suis particulièrement heureux de présenter ce jury. Vous verrez que la bande dessinée a un rapport avec la jeunesse, c'est bien connu, parce qu'elle vient de la jeunesse pour avoir essaimé le lectorat de 7 à 77 ans, c'est la formule consacrée, d'ailleurs dans mon cas un peu plus. Et nous avons eu un jury tout à fait passionnant, puisque ce sont des jeunes étudiants ou post-étudiants récents se partageant entre les arts graphiques, dessinés, et bien entendu l'histoire. Et ça a été tous nos débats ont tourné autour de ce fameux problème, dans notre cas, et qui sont les rapports entre l'art et le contenu. Nous ne sommes pas des premiers, nous ne sommes pas des derniers. Quand on regarde les œuvres qui nous entourent, on voit bien ce débat permanent entre la création et le contenu. Et c'était bien ce que les 3 ouvrages sélectionnés, après bien des débats, parce qu'il y avait bien d'autres qualités, et notre embarras, je pense, nous partageons certainement avec le jury du prix d'histoire essai, c'est évidemment, il y a un lauréat, mais il y a vraiment beaucoup de gens très méritants. Et il y avait en tout cas, dans les nominations, nous avions à choisir entre Bobigny, par Marie Bordiou-Valente et Carole Morel, femme, ce qui ne vous étonnera pas. Bobigny, c'était le moment, je crois, qu'il fallait en reparler, pour des raisons que vous savez. Bobigny, c'est le fameux procès qui a donné le coup d'envoi à la légalisation du choix libre des femmes de procréer. Et c'est une formidable bande dessinée qui commence par l'arrestation, le traitement de la victime, de ce qui sera ensuite le grand procès de Bobigny, et on verra à partir d'une tournée d'agents de police à Bobigny, donc vraiment au ras des pâquerettes, et ben on va aller jusqu'au Parlement et jusqu'au grand discours de Simone Veil. La bande dessinée s'arrête avant la future panthéonisation juridique du droit à l'avortement, puisque la Constitution de 58 est une forme de panthéon juridique. De l'autre côté, tout à fait à l'opposé, autre bande dessinée, tout aussi passionnante, profondément différente. Alors autant c'était l'affaire de Bobigny, un juste rappel, un rappel nécessaire, pour des raisons que vous connaissez bien, de cette affaire. Là, nous avons découvert, je crois, un jury
très impressionné par un ouvrage qui s'appelle Berne, l'île d'Espion, qui est donc de Mathieu Berthaud et Éric Burnand. Berne d'Espion, l'affaire Dubois. Dubois d'ailleurs, il y a un certain silence quand je parle de ça, parce que avant qu'on ouvre cette profession, je ne savais pas trop ce que c'est. Et c'est un thriller. Un thriller dans les années, fin des années 50, début des années 60. Un thriller qui se passe à Berne, exactement un territoire de thriller habituel, et qui nous raconte une histoire d'espionnage. Et la disgrâce, qui va d'ailleurs d'un haut fonctionnaire suisse qui est pris dans les tourments de la guerre d'Algérie, de ce qui se passe, puisque cela quand même, je pense, les historiens éminents qui sont ici le savent bien, la Suisse est une plaque tournante d'un tas d'événements, et bien entendu, la guerre d'Algérie est un endroit, la Suisse était un territoire très important de cette guerre, mais cette histoire nous a profondément bouleversés, parce qu'il y a un personnage qui est M. Dubois, le nom ne s'invente pas, est un haut fonctionnaire bernois et qui rencontre ces événements, rencontre tout ce public interlope, des diplomates français plus ou moins douteux, des personnages qu'on connaissait par ailleurs, comme Madame de Miribel, vous savez, la dactylographe de l'appel du 18 juin, hein, qui fait carrière, qui s'est retrouvée à l'ambassade de France à Berne. Enfin, nous avons été effectivement tout à fait transportés. Et alors, enfin, il y a un troisième ouvrage, à nouveau très différent. D'une certaine manière, je dirais qu'il est un petit peu centriste hein, par rapport à ces deux opposés. Alors là, je cite quand même les auteurs, Reynald Pélissé et Titoine. Cet ouvrage s'appelle Photographe de guerre, Hans Dammt et Georges Reisner, 1936-1940. Et alors là, on rejoint certaines périodes que j'ai évoquées ici. Nous sommes en Espagne pendant la guerre civile. Et